Bonsoir à tous. Bienvenue à Conversation sur l'arthrite, la goutte, ce qu'il faut savoir. Je suis Brigitte Fortin, directrice du marketing et des communications de la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. La goutte est la forme d'arthrite inflammatoire la plus courante et plus d'un million de Canadiens en sont atteints. En l'absence de traitement, la durée et la fréquence des crises de goutte ont tendance à augmenter et la maladie peut même devenir chronique. Heureusement, elle peut être guérie avec un traitement adéquat. Ce soir, nous avons la chance d'en apprendre davantage avec le docteur Jean-Philippe Deslauriers, rhumatologue et professeur d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à info@arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur l'icône questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la représentation. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre Converser ou Chat, aussi au bas de l'écran, pour échanger avec d'autres participants et avec le modérateur de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte des questions ou du clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. De nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous les aborderons donc en premier lieu avant de procéder à une séance de questions-réponses en direct à la fin de la session. Je tiens à remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, bienvenue à notre expert du jour, le docteur Jean-Philippe Deslauriers. Docteur Deslauriers, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qui se produit lors d'une crise de goutte? Très certainement. Il faut s'attendre que le programme s'ouvre. Donc, donnez-moi 2 secondes. Bon, parfait. Donc, quand on fait une crise de goutte, on peut seulement faire une crise de goutte s'il y a présence de cristaux d'acide urique dans l'articulation. Il est impossible de faire des crises de goutte s'il n'y a pas de cristaux d'acide urique dans l'articulation. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et on peut seulement avoir des cristaux d'acide urique dans nos articulations si on a des taux sériques dans notre sang d'acide urique qui sont élevés pendant des mois et des années. Okay? Donc, quand on parle de taux d'acide urique élevés dans le sang, on fait allusion à des valeurs qui sont supérieures à 400, comme on peut voir dans le graphique que vous voyez à l'écran. Donc, si on regarde à partir de 2013 chez ce patient-là, jusqu'en 2019, c'est un patient que de façon chronique, pendant multiples années, a eu des taux d'acide urique qui étaient élevés dans son sang. Le fait d'avoir des taux d'acide urique élevés dans le sang pendant des années peut mener à la formation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Okay? Et c'est la seule façon qu'on peut être à risque de faire des crises de goutte. Okay? Ce que vous voyez dans la petite image là, qui est en rose, puis vous voyez des petites aiguilles bleues et jaunes, ça en est des cristaux d'acide urique. Okay? Donc, des cristaux d'acide urique qui sont dans les articulations. Et ce que vous voyez à l'écran, ça, c'est un genou, c'est une articulation qui est normale. Mais c'est une articulation, malgré qu'elle est normale, malgré qu'elle est en ce moment non douloureuse, elle est remplie d'acide urique. Et quand on a des taux d'acide urique qui sont élevés dans le sang chroniquement, on ne s'en rend pas compte. Ça ne cause pas de symptômes. Par contre, ça nous met à risque de faire des crises de goutte. Okay? Donc, pour faire des crises de goutte,
il faut avoir des taux d'acide urique élevés dans le sang pendant des mois, des années. L'acide urique du sang va aller migrer dans les articulations. Et une fois qu'on a des cristaux d'acide urique dans les articulations, c'est à ce moment-là qu'on est à risque de faire des crises de goutte. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe justement quand on fait une crise de goutte. Donc, l'articulation a un aspect normal. Elle n'est pas douloureuse. Par contre, elle est remplie d'acide urique, et remplie de cristaux d'acide urique. Quand on fait une crise, là, ça vient rouge, chaud, gonflé, ça fait très, très mal. Puis, qu'est-ce qui se produit, en fait, quand on fait une crise? Bien, je vais vous expliquer. C'est que les cristaux d'acide urique qui ne sont pas supposés d'être là, bien, nos globules blancs, nos petits soldats, c'est ce qu'on voit, le petit vidéo, nos globules blancs, ils rentrent dans l'articulation, ils voient les cristaux qui ne sont pas supposés d'être là, essaient de les manger. Nos globules blancs, quand ils essaient de les manger, ils se multiplient. Un globule blanc devient 100, 1000, 10 000 globules blancs. Ça cause de l'inflammation. L'inflammation fait en sorte que l'articulation vient rouge, chaude, gonflée, douloureuse. Nos globules blancs ne sont pas assez forts pour venir tuer les cristaux. Au bout de quelques jours, quelques semaines, les globules blancs qui sont dans l'articulation meurent, mais les cristaux demeurent. Et quand les globules blancs meurent, la crise, elle se résout, mais les cristaux sont toujours là. Et si on n'adresse pas la cause pour laquelle les cristaux sont là, c'est-à-dire des taux d'acide urique élevés dans le sang pendant des mois et des années, mais le patient est à risque de toujours faire des crises de goutte à répétition. Donc, il y a des cristaux dans l'articulation ne fait pas mal. Quand nos globules blancs décident d'aller attaquer nos cristaux, rouge chaud gonflé, grosse crise de goutte. Et une fois que la crise de goutte, elle est résolue, les cristaux sont toujours là, mais l'articulation, elle revient normale et elle revient non douloureuse. Donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait une crise de goutte. Encore une fois, donc, comment on va venir traiter, justement, là, on avance un peu, on va le voir plus en détail, plus loin dans la présentation, mais la seule façon d'aller enlever ces cristaux-là qui sont dans nos articulations, c'est de diminuer les taux d'acide urique qu'on a dans le sang. Donc, c'est ce qu'on a fait chez ce patient-là à partir de 2019. On a diminué ces taux d'acide urique dans le sang pour justement venir enlever les cristaux qu'on a dans nos articulations. Donc, pour venir enlever complètement les cristaux qu'on a dans une articulation. Et s'il ne reste plus de cristaux dans nos articulations, à ce moment-là, c'est impossible de faire d'autres crises de goutte. Il s'agit donc d'une arthrite qui se guérit. On peut guérir complètement de la goutte et avec les bons médicaments qu'on a, on peut guérir nos patients puis on peut s'arranger pour qu'ils ne fassent plus jamais de crise de goutte. Okay? Essentiellement, c'est ce qui se passe quand on fait une crise de goutte et on va voir ensemble comment on peut parvenir à régler cette problématique-là et à guérir de notre goutte. Merci beaucoup, Dr. Deslauriers, c'est très intéressant. Pouvez-vous maintenant nous expliquer les raisons qui contribuent à développer la goutte chez certaines personnes? Certainement. Donc, on vient de voir ensemble que c'est impossible de faire des crises de goutte à moins qu'il y ait des cristaux d'acide urique qui sont dans les articulations. Et on peut seulement avoir des cristaux d'acide urique dans les articulations si pendant des années, des mois, des années, nos taux d'acide urique étaient élevés dans le sang. Et comment ça se passe? Pourquoi certaines personnes ont des taux d'acide urique élevés dans le sang? Bien, c'est plutôt simple. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce cours ici, c'est un cours que je donne normalement à mes résidents, mes étudiants, ou bien lors de conférences avec des médecins de famille. Si eux sont capables de comprendre, vous allez être capable de comprendre aussi. C'est très simple, la goutte, et c'est une des seules formes d'arthrite qui se guérit. On va voir ça ensemble. Donc, justement, pourquoi on peut avoir certains patients qui ont des taux d'acide urique élevés dans le sang, des taux d'acide urique supérieurs à 400 de façon chronique, mais c'est tout simplement un débalancement entre ce qu'on produit en acide urique et ce qu'on est en mesure d'excréter par nos reins en acide urique. Et si on produit plus que ce qu'on excrète,
bien, il y en aura plus dans le sang. Ou si on en excrète moins que ce qu'on produit, en fait, je viens de dire la même chose, là, mais encore une fois, on va avoir un débalancement et il va y avoir une accumulation d'acide urique dans notre sang qui va nous mettre à risque d'avoir des cristaux d'acide urique dans nos jointures et des crises de gouttes subséquentes. Donc, qu'est-ce qui rentre en jeu pour la production d'acide urique? Bien, l'acide urique, ça vient du métabolisme des purines qui sont contenues dans certains aliments qu'on va voir ensemble plus tard. Mais rapidement, les trois méchants loups en termes d'aliments, c'est les viandes rouges, les crustacés et l'alcool. Okay? Donc, on consomme des purines qui est par la suite métabolisée en acide urique. L'autre chose aussi, c'est que le métabolisme normal de nos muscles, nos muscles, ils se dégradent, ils se reforment, ils se dégradent, ils se reforment, mais quand ils se dégradent, la dégradation de nos muscles va venir produire de l'acide urique. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes qui ont habituellement une masse musculaire plus importante vont avoir tendance à avoir des taux d'acide urique plus élevés que les femmes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les hommes sont plus à risque de faire des crises de gouttes que les femmes. Il y a aussi beaucoup de génétique parce que deux personnes peuvent avoir la même alimentation, la même masse musculaire et n'auront pas les mêmes taux dans le sang d'acide urique parce que certaines personnes, en raison de leur génétique, vont plus facilement métaboliser les purines en acide urique. Okay? Donc, ça, c'est le côté de notre production d'acide urique. Maintenant, du côté de l'excrétion, bien, une fois qu'il y a de l'acide urique dans notre sang, bien, le sang, il vient être filtré par les reins. Et si les reins ne fonctionnent pas bien, par exemple, si on a une fonction rénale qui est déficitaire, un patient qui est, par exemple, en insuffisance rénale chronique, mais là, c'est sûr qu'il va avoir de la difficulté à bien filtrer l'acide urique. Et là, l'acide urique peut s'accumuler dans le sang. Il y a aussi, puis ça, on voit ça souvent, il y a aussi certains médicaments, notamment certains médicaments qu'on peut utiliser pour contrer l'hypertension artérielle, que parmi leurs effets secondaires, ça vient empêcher nos reins de bien filtrer l'acide urique. Donc, même si notre fonction des reins est belle, si on a un antihypertenseur, un des effets secondaires, c'est d'empêcher nos reins de bien filtrer l'acide urique, bien là, encore une fois, on peut se retrouver avec des taux d'acide urique élevés dans le sang de façon chronique. Puis encore une fois, la génétique, c'est une grosse composante des patients qui sont à risque de gouttes parce qu'encore une fois, il y a certains patients, de par leur génétique, qui vont moins bien filtrer l'acide urique, ils vont moins bien l'éliminer par leurs reins et par la suite par les urines. Donc, le cas qu'on a vu ensemble tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Donc, le patient qui avait des taux d'acide urique élevés de 2013 à 2019, qui a fait des crises de gouttes subséquentes, bien, ces taux d'acide urique, ces taux d'acide urique élevés, c'est un résultat d'un débalancement entre trop de production et pas assez d'excrétion au niveau de ses reins. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer, ça, c'est mon microscope. Je l'ai tellement payé cher qu'il faut que je le monte une fois de temps en temps. J'ai une petite caméra dessus, puis je vais vous montrer encore une fois, ça ressemble à quoi les cristaux. C'est vraiment des aiguilles, là. C'est vraiment des aiguilles dans l'articulation. C'est une des formes d'arthrite que quand on est en crise, ça fait atrocement mal. C'est une des formes d'arthrite qui fait le plus mal parce qu'essentiellement, il y a des aiguilles dans votre articulation. Le classique, c'est même un simple drap de lit qui vient effleurer l'articulation, engendre des douleurs atroces. Okay? Puis la raison pour laquelle ça fait mal comme ça, c'est parce qu'il y a essentiellement des aiguilles de cristaux d'acide urique dans vos articulations. Mais tout ça, ça s'enlève. Tout ça, ça s'enlève avec un traitement approprié qu'on va voir ensemble. Merci de ces précisions très importantes. Maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est la goutte, pouvez-vous nous expliquer quels sont les traitements possibles? Très certainement. Et encore une fois, c'est excessivement simple, la goutte.
de comprendre c'est quoi la goutte et de comprendre comment bien traiter la goutte. C'est excessivement simple. Par contre, c'est souvent très mal traité. OK? C'est souvent très mal traité. Et on ne peut pas juste, par exemple, traiter la crise. OK? Donc, oui, il faut traiter la crise, mais il faut aussi adresser la problématique sous-jacente. Hein? Encore une fois, on fait de la goutte parce que nos taux d'acide urique sont élevés dans le sang. Si on traite la goutte, mais on ne vient pas adresser la problématique de nos taux d'acide urique élevés dans le sang, on va encore une fois simplement faire des crises, en refaire d'autres, en refaire d'autres, en refaire d'autres, qui vont, comme vous l'avez dit en introduction, être de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes, attaquer de plus en plus d'articulations, peut devenir chronique, peut avoir des séquelles à long terme, et tout ça, c'est évitable avec une bonne prise en charge qu'on va voir ensemble. Donc, pour simplifier, et c'est extrait d'un cours que je donne à des médecins de famille, des résidents, des étudiants en médecine. C'est pas compliqué de traiter de la goutte. Il faut s'assurer qu'on vienne toucher 3 étapes. Donc, un patient qui est en crise de goutte, il y a 3 étapes qu'on doit adresser. Et si on adresse les 3 étapes, c'est-à-dire, premièrement, si on est en crise aiguë, il faut traiter la crise. Hein? Une crise aiguë, ça veut dire quoi? Nos globules blancs sont en train d'essayer de détruire nos cristaux, ne sont pas assez forts pour détruire les cristaux, mais ça cause de la rougeur, chaleur, douleur. C'est ça une crise de goutte. Donc, il faut venir traiter la crise de goutte. Et par la suite, s'il y a indication de venir diminuer les taux d'acide urique, bien là, il faut modifier l'habitude de vie, modifier nos médicaments, ajouter des médicaments spécialisés pour diminuer nos taux d'acide urique. Ça, c'est la deuxième étape. Okay? La deuxième étape, c'est de voir s'il faut ou non venir diminuer nos taux d'acide urique. Puis la troisième étape, c'est un peu plus compliqué, okay? Mais c'est quand on commence à diminuer nos taux d'acide urique dans le sang, mais pendant que ça diminue, pendant cette période-là, on est paradoxalement plus à risque de faire des crises de goutte. Donc, si on donne un médicament pour aider notre patient à ce que ses reins filtrent plus facilement l'acide urique, quand les taux d'acide urique dans le sang vont commencer à diminuer, mais pendant cette phase-là, il va être plus à risque de faire des crises de goutte. Donc, il faut s'assurer d'y ajouter un autre médicament pour prévenir qu'il fasse des crises de goutte paradoxalement induites par notre médicament. La troisième phase est une petite affaire plus compliquée, mais on va le voir ensemble. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Commençons donc par la première étape. Donc, advenant qu'on a un patient qui est actuellement en crise de goutte. Okay? Par exemple, il y a un genou qui est rouge, chaud, gonflé, ou bien il y a un gros orteil qui est rouge, chaud, gonflé. Puis encore une fois, la goutte peut venir toucher toutes les articulations. Okay? Mais ça a tendance à favoriser les articulations des membres inférieurs. Okay? Les cristaux, l'acide urique, une fois qu'il est élevé dans le sang, elle va sortir du sang, puis elle va aller se cacher dans toutes les articulations. Okay? Par contre, on fait plus souvent des crises aux genoux, aux chevilles, aux gros orteils. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, quand on va marcher, le fait de marcher engendre des micro-traumas à nos articulations portantes, hein, pieds, chevilles, genoux. Puis ces micro-traumas-là, nos globules blancs, c'est nos petits soldats. Une fois qu'il y a un micro-trauma, nos petits soldats, nos globules blancs, ils rentrent dans l'articulation pour voir c'est quoi le micro-trauma, qu'est-ce que j'ai besoin de venir réparer. Puis là, ils voient ces cristaux-là d'acide urique qui ne sont pas supposés d'être là. Encore une fois, ils essaient de les manger. Un globule blanc qui essaie de le manger va venir se multiplier, devenir 100, 1000 globules blancs. Et c'est ça qui cause la rougeur, la chaleur, la douleur, la crise de goutte. Okay? Donc, c'est ça une crise de goutte. Et comment on peut parvenir à apaiser plus rapidement la crise de goutte? Parce que l'évolution normale, c'est que de façon spontanée, la crise de goutte, au bout de quelques jours, quelques semaines, les globules blancs, de par eux-mêmes, ils vont mourir dans l'articulation et la crise, elle va s'atténuer. Mais on peut donner des médicaments
pour que ça fasse moins mal puis que la crise elle dure moins longtemps. Et parmi nos options de traitement, on peut utiliser, comme vous voyez ici, soit seul ou en combinaison, de la colchicine, des anti-inflammatoires, soit par la bouche ou en crème. On peut aussi faire des infiltrations de cortisone directement dans l'articulation qui est en crise. On peut aussi, admettons qu'on a essayé tout ça et que ça ne fonctionne pas, de la colchicine, des anti-inflammatoires, des infiltrations localisées, on peut aussi donner de la prédnisone par la bouche. Okay? Une autre famille de médicaments qui peut être utilisée, c'est de l'ACTH, là, mais ça, c'est un peu exotique. Là. Essentiellement, notre corps, lui aussi, il en produit de la prédnisone. Okay? Donc, il est produit par les glandes surrénales et l'ACTH est une hormone qu'on peut prendre pour stimuler nos propres glandes surrénales à produire plus de cortisone. C'est décrit dans la littérature. J'ai au-dessus de 1000 patients qui sont aux prises avec de la goutte. Je n'ai jamais personnellement utilisé ça, mais c'est décrit dans la littérature. Il y a aussi des inhibiteurs d'interleukine 1 qui peuvent être utilisés dans les cas très, très, très réfractaires. Ça veut dire quoi des cas réfractaires? Ça veut dire que notre patient est en grosse crise de goutte actuellement, qu'on a essayé tout ça, colchicine, anti-inflammatoire, infiltration de cortisone, prédnisone par la bouche, mais malgré ça, la crise, elle perdure. Okay? Donc, il y a des inhibiteurs d'interleukine 1 qui existent. Il faut savoir que c'est par contre, du off-label, donc c'est hors indication. On a certains essais cliniques qui viennent appuyer leur utilisation. Les noms non commerciales de ces molécules-là, c'est l'anakinra ainsi que le canakinumab. C'est assez rare qu'on doit utiliser ce type de molécules-là. Encore une fois, chez mes plus de 1000 patients que je suis activement pour de la goutte, 2 fois, j'ai eu à utiliser ce genre de médicament-là. Sachez que ça existe. C'est excessivement rare qu'on a besoin de se rendre là. Bien souvent, avec de la colchicine, des anti-inflammatoires, des infiltrations cortisonnées, un peu de prête par la bouche, bien souvent, dans 98% des cas, c'est suffisant pour venir casser la crise. Okay? On va voir un peu plus en détail les subtilités par rapport aux différentes avenues de traitement qu'on peut utiliser pour venir traiter des crises aiguës. Si on commence par la colchicine, ce qu'il faut comprendre avec la colchicine, c'est que son mécanisme d'action, la façon que ça fonctionne, on se rappelle, hein, c'est quoi qui se passe quand on a une crise de goutte? Les cristaux sont dans l'articulation. Ils ne nous causent pas problème, mais nous mettent à risque de faire des crises de goutte pour une raison ou pour une autre. Notre globule blanc rentre dans l'articulation, voit le cristal qui n'est pas supposé d'être là, essaie de l'attaquer. Une fois qu'il l'attaque, qu'il essaie de le manger, même s'il n'est pas assez fort pour le manger, il se multiplie, il devient 100 globules blancs, 1000 globules blancs, 10 000 globules blancs, et c'est justement ces globules blancs-là, ces neutrophiles-là, qui causent l'inflammation et qui causent la crise. La colchicine, la façon que ça fonctionne, c'est que ça vient empêcher cette multiplication-là de globules blancs. Donc, si notre crise, ça fait plus de 48 heures qu'elle a commencé, nos globules blancs ont déjà eu le temps de se multiplier. Okay? Et alors, si ça fait plus de 48 heures que la crise a commencé, la colchicine, il est un peu trop tard parce que la prolifération, la multiplication des globules blancs a déjà eu lieu. Okay? Donc, si vous êtes en crise de goutte et vous vous faites prescrire de la colchicine et que votre crise a commencé il y a de cela plus de 48 heures, il y a nettement moins de chances que ça fonctionne. Et là, on commence à rentrer dans un spectre de futilité. Là, okay? C'est plus ou moins utile. Donc, si la crise est là depuis plus de 48 heures, on peut peut-être essayer de la colchicine, mais ça ne marchera pas. On peut surtout essayer d'autres alternatives qu'on va voir ensemble. Donc, ce qu'on utilise souvent, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y en a qui sont en vente libre. Comme, je ne veux pas utiliser des noms commerciaux, mais de l'ibuprofène, hein, qui est le nom non commercial d'une molécule qu'on connaît tous très bien. Mais de l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire en vente libre. Il y a des anti-inflammatoires par la bouche, sous prescription, qui sont plus forts que l'ibuprofène.
En ordre de force, il y a le célécoxib qui peut être prescrit, le naproxen qui peut être prescrit et l'indométhacine qui peut être prescrit. Il y a aussi des formes d'anti-inflammatoires en crème qui peut être utilisées. OK? Encore une fois, je ne veux pas utiliser des noms commerciaux dans une présentation dédiée pour les patients, mais si on va en pharmacie, on peut avoir des petits tubes là, orange. Ça, c'est une crème topique d'anti-inflammatoire. Et normalement, l'ingrédient actif du diclofenac, c'est du 1 OK? Mais le docteur, il peut aussi en prescrire en préparation magistrale où il y a un mélange qui est fait en pharmacie. Il met de la poudre de notre anti-inflammatoire avec une base quelconque. Il mélange, puis après ça, on peut aller chercher des concentrations beaucoup plus fortes. Les crèmes, c'est rarement suffisant en elles seules. Mais des fois, ça peut être un ajout, c'est-à-dire qu'on prend des anti-inflammatoires par la bouche, puis ça casse pas tout à fait la crise, ça fait encore un peu mal, il y a encore un peu de rougeur, mais là, on peut venir rajouter ce type de crème-là. Okay? Sinon, si tout ça n'a pas fonctionné, le colchicine n'a pas fonctionné, les anti-inflammatoires n'ont pas fonctionné. Ce qui peut être fait, c'est des piqûres directement dans l'articulation. Donc, on va venir injecter de la cortisone directement dans l'articulation. Et ce que ça va faire, la cortisone, ça ne vient pas enlever les cristaux d'acide urique. Ça permet simplement de calmer, de diminuer le nombre de globules blancs qui sont en train d'essayer d'attaquer les cristaux. Et c'est ce qui va venir calmer la crise. Si jamais tout ça n'a pas fonctionné, encore une fois, on peut essayer parfois de la prednisone par la bouche. Il y a un vaste éventail d'effets secondaires potentiels à prendre la prednisone par la bouche. Donc, on essaye le plus que possible de venir éviter ça, surtout en chronique. Et encore une fois, dans les cas très réfractaires, mais là, il y a des inhibiteurs d'interleukine 1 qu'on peut utiliser. C'est du off-label, donc c'est pas des indications approuvées, mais on a des essais cliniques qui viennent appuyer leur utilisation. C'est exceptionnel qu'on utilise. J'ai plus de 1000 patients. J'en ai 2 que j'ai utilisé ça. Si vous faites prescrire ça, normalement, c'est qu'il y a un rhumatologue qui est impliqué dans vos soins. Mais c'est exceptionnel qu'on a à se rendre à cette étape-là. Donc, là, on a traité la crise. OK? On vient d'adéquatement traiter la crise, mais là, on veut essayer de diminuer les chances que les crises reviennent. Puis encore une fois, on fait des crises de gouttes parce qu'il y a de l'acide urique dans nos articulations et il y a de l'acide urique dans nos articulations parce que nos taux d'acide urique dans le sang, ils sont élevés pendant des années. Okay? Ce n'est pas chez tous les patients qu'on va vouloir diminuer leur taux d'acide urique. Parce que chez certains patients, ils vont faire une crise de goutte et ils n'en feront peut-être plus jamais d'autres. Ou ils vont faire une crise de goutte et la prochaine va être dans 20 ans, dans 25 ans. Fait que comme toute chose, c'est toujours de faire la balance risque-bénéfice de nos traitements. Donc, faut absolument évaluer s'il y a une indication de venir diminuer nos taux d'acide urique et s'il y a indication de venir diminuer nos taux d'acide urique, la façon qu'on peut y parvenir, c'est toujours en combinaison de changement d'habitude de vie. S'il y a des médicaments qui empêchent les reins de filtrer l'acide urique, bien, il va falloir venir recommander de modifier ça. Et finalement, il y a des médicaments qui sont spécialement conçus et qui fonctionnent très bien pour venir aider vos reins à filtrer davantage, à éliminer davantage de l'acide urique. Et si on décide de diminuer vos taux d'acide urique, bien, on ne fait pas juste se fermer les yeux, il faut le diminuer pour venir atteindre une certaine valeur. Donc, il faut le traiter pour venir atteindre une cible. On va tout voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, c'est quoi nos indications une fois qu'on a fait une crise de goutte? C'est quoi nos indications? C'est-à-dire, chez quel patient on devrait diminuer les taux d'acide urique dans le sang? Bien, il y a plusieurs lignes directrices qui existent avec différents critères. Les critères qui sont le plus communément utilisés, c'est les critères suivants. Pourquoi on utilise les critères suivants? Parce que c'est des indices qui nous disent que notre patient est très à risque de faire de multiples récidives. Donc là, notre ratio risque-bénéfice de traiter en vaut la chandelle, en vaut la peine. Donc,
chez quels patients qui ont fait une crise de goutte, chez qui on va vouloir venir diminuer les taux d'acide urique, chez nos patients que les reins ne fonctionnent pas très bien, chez qui ils font de l'insuffisance rénale chronique. Chez ces patients-là, c'est sûr qu'on va vouloir, même après une seule crise, on va vouloir venir diminuer les taux d'acide urique. Si jamais notre patient a déjà fait de multiples crises, notamment 2 crises ou plus dans un même 12 mois, ou si jamais il a déjà fait une crise qui a touché plusieurs articulations en même temps, bien là, c'est encore une fois une indication de traiter. L'acide urique, ça fait pas grand-chose de bon de l'acide urique. Ce que ça peut faire de l'acide urique, c'est des crises de gouttes, et des pierres aux reins, des néphrolithiases. Donc, si notre patient a déjà fait des pierres aux reins, bien, ça aussi, c'est une indication de venir traiter. Et finalement, si notre patient est aux prises avec un tophus ou bien des tophies, bien là, c'est une indication de traiter. C'est quoi un tophus ou bien des tophies? Bien, l'acide urique sort du sang. La majorité du temps va aller seulement se cacher dans l'articulation, mais des fois, ça peut aussi aller se cacher dans les tissus mous. Puis là, ça donne des petites bosses blanches. Si vous regardez l'image du pavillon de l'oreille du monsieur, on voit une petite bosse blanche là, au niveau supérieur de son pavillon. Ça, c'est un tophus. Okay? On peut aussi voir des tophus à la radiographie. Si on fait des radiographies des mains, des pieds, des genoux de nos patients et on voit des érosions dans l'os, caractéristiques de tophus, bien là aussi, c'est une indication de venir traiter, okay? De venir diminuer nos taux d'acide urique pour diminuer les chances qu'ils nous fassent des récidives, parce que tout ça, c'est des facteurs de risque de refaire des facteurs de risque de refaire d'autres crises. Je vois que dans le chat, il y a quelques questions. On me demande comment est-ce qu'on peut facilement différencier un tophus d'un nodule rhumatoïde. Un tophus, c'est blanc, tandis qu'un nodule rhumatoïde, ça ne vient pas décolorer la peau. C'est une façon de le différencier. Une autre façon assez simple, mais qui engendre une technique, là, c'est de mettre une aiguille dans le nodule, hein, puis drainer un peu de liquide du nodule ou bien juste gratter le nodule. Puis si on est équipé, par exemple, là, d'un microscope dans notre bureau, bien, c'est assez simple de mettre ce qu'on a drainé au microscope. Et si on voit les cristaux de gouttes, bien, c'était un tophus et non un nodule rhumatoïde. Très bonne question. On va passer à la prochaine diapo. Donc, admettons qu'on a un patient qui nous a fait une crise de goutte et qu'il y a une indication de traiter. Bien, la première chose, c'est d'adresser les habitudes de vie. Okay? C'est-à-dire, vous avez le tableau devant vous sur les aliments qui sont à éviter et certains aliments qui sont à encourager, qui peuvent être bons. Mais encore une fois, les 3 gros méchants loups, là, c'est viande rouge, crustacés et alcool. Okay? Parfois, c'est suffisant, les habitudes de vie, mais bien souvent, il faut utiliser différentes modalités pharmaco et non pharmacologiques pour diminuer adéquatement nos taux d'acide urique. Encore une fois, hein, il y a certains médicaments qui empêchent nos reins de bien filtrer l'acide urique. Le grand classique, c'est nos thiazidiques, OK? Plus souvent connu sous le nom d'hydrochlorothiazide, ou bien des diurétiques comme du Lasix ou bien du spironolactone. C'est des médicaments qui peuvent être utilisés pour enlever l'eau, par exemple, quand on est en surcharge volémique, hein, le Lasix, le spironolactone, ou bien l'hydrochlorothiazide quand on est hypertendu. Mais ces médicaments-là empêchent nos reins de bien filtrer l'acide urique. Okay? Puis il y a certains médicaments qu'on peut utiliser, par exemple, pour l'hypertension artérielle, comme le losartan ainsi que les bloqueurs de canaux calciques, que eux, en plus d'aider pour la pression, bien, aident nos reins à mieux filtrer l'acide urique. Fait que des fois, au lieu de faire une escalade thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir une pilule pour la pression qui cause notre goutte, puis là, de rajouter une autre pilule pour la goutte, bien, des fois, c'est simplement de venir modifier notre pilule pour la pression pour une autre qui va être aussi bonne pour la pression, mais qui va aussi aider nos reins
à filtrer l'acide urique. J'en fais beaucoup. Moi, des changements de l'hydrochlorothiazide vers, par exemple, du losartan, j'en fais beaucoup. Et ça nous permet d'aller atteindre la cible sans rajouter des médicaments à notre patient. Faites pas ça vous-même, là. Fait que si vous faites des changements de vos médicaments, il faut que ça soit fait appuyé de votre professionnel de santé. Sinon, encore une fois, il y a des médicaments qui sont spécialement faits pour aider nos reins à mieux filtrer l'acide urique. Il y en a plusieurs qui sont décrits. 90% en montant des gens avec l'allopurinol, qui est la molécule qui est la plus communément utilisée. C'est suffisant pour aider nos reins à filtrer l'acide urique. Il y a d'autres molécules qui existent, comme par exemple le febuxostat, qui est la deuxième ligne de traitement, qui est beaucoup plus cher, mais qui n'est pas nécessairement mieux. Okay? Avec de l'allopurinol, on peut bien souvent venir, mais en fait, chez la majorité des cas, venir atteindre les cibles souhaitées d'acide urique. Donc, encore une fois, hein, quand on commence des médicaments, on ne peut pas commencer à n'importe quelle dose. Quand on commence un médicament, il y a certaines doses pour lesquelles c'est sécuritaire de commencer et ça dépend bien souvent de la fonction de nos reins. Donc, tout dépendamment de la fonction de nos reins, on peut commencer à certaines doses d'allopurinol et après ça, on ne fait pas juste se fermer les yeux. Encore une fois, il faut bien souvent ajuster les doses pour s'assurer qu'on donne la dose adéquate pour suffisamment aider nos reins à bien enlever notre acide urique dans notre sang. Au même titre que le febuxostat, dépendamment de notre fonction de nos reins, bien, on commence à certaines doses. Puis le febuxostat il est beaucoup, beaucoup plus cher que l'allopurinol et c'est souvent pas nécessaire. Okay? Bien souvent, pas nécessaire. Je peux compter sur une poignée de main sur mes 1000 patients ceux chez qui j'ai dû utiliser ce type de molécule-là. Okay? Bien souvent, avec l'allopurinol, c'est suffisant. Mais il faut avoir une dose appropriée, puis c'est ça souvent qui n'est pas fait. Les patients, ils se font prescrire de l'allopurinol à 100 mg ou à 200 mg, puis après ça, il n'y a pas de suivi qui est fait, on se ferme les yeux. Mais si les taux d'acide urique restent élevés, ça ne fera pas grand-chose. Notre patient, il va encore accumuler des cristaux d'acide urique dans ses jointures, puis il va être encore à risque de faire des crises de gouttes. Puis justement, hein, on doit traiter pour venir atteindre une cible d'acide urique. Quand c'est au-dessus de 400 d'acide urique, c'est très haut. Quand on veut traiter, on veut que ça soit en bas de 360 au minimum. Et s'il y a des érosions à la radiographie, des petits trous dans les os à la radiographie, ou bien s'il y a des tophus sur nos extenseurs, sur nos oreilles, en fait, n'importe où sur le corps, on souhaite être un peu plus agressif parce que des tophus, ça signe qu'il y a une grosse surcharge corporelle de cristaux d'acide urique. Et une fois qu'on commence nos molécules, il faut doser régulièrement nos taux d'acide urique pour s'assurer que les doses d'allopurinol qui nous a été prescrit à une dose adéquate. Encore une fois, donc on le commence à une certaine dose et après ça, on le titre. On l'augmente ou on le diminue pour venir atteindre nos cibles. Et l'allopurinol, on peut même augmenter à des valeurs de 800 mg par jour. J'ai certains patients qui doivent avoir des doses comme ça. Le febuxostat, c'est le même principe, mais simplement une autre molécule. Ça ici, c'est un tableau qui est assez important. Si vous voyez là dans le coin gauche, on voit encore mon petit vidéo là, de globules blancs qui essayent, malgré eux, de venir détruire les cristaux. C'est un schéma que j'ai fait avec une excellente graphiste à Sherbrooke. Si vous regardez dans le coin gauche, là, ça en est des cristaux. Ça en est des cristaux là, sur mon microscope. Puis le patient en bas, ça en est des tophus sur ses doigts. En fait, ce patient-là, il y en avait partout là, des tophus là, parce qu'il n'a pas été adéquatement traité au début. Mais il y a 4 phases de traitement pour la goutte. Si vous regardez en bas, sur l'axe Y, on a les taux d'acide urique dans le sang et sur l'axe des X, on a le temps. Et il y a 4 phases pour le traitement de la goutte. La première phase, c'est quand nos taux d'acide urique sont élevés dans le sang.
Donc, nos taux d'acide urique sont élevés dans le sang pendant des années. Ça sort du sang pour aller se cacher dans nos articulations et parfois se cacher dans nos tissus mous et causer des tophus. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand on commence à diminuer avec nos médicaments, avec les changements d'habitude de vie, on commence à diminuer nos taux d'acide urique. Pendant cette deuxième phase-là, qu'est-ce qui se passe? Nos taux d'acide urique dans le sang diminuent parce que nos reins en éliminent plus. Puis là, on va aller chercher les cristaux qui sont dans nos articulations. Ils vont se faire dissoudre pour aller retourner dans le sang pour se faire éliminer par les reins. Mais ça, quand les cristaux se font dissoudre, bien, nos globules blancs, il y a quelque chose qui se passe dans l'articulation. Ils vont voir s'il y a quelque chose à se faire réparer. Ils voient encore une fois ces cristaux-là et ils vont essayer de les détruire, ils vont les manger et c'est ce qui va faire des crises de gouttes. Donc, quand on commence à traiter nos taux d'acide urique, quand on commence à les diminuer, au début, on est plus à risque d'induire des crises de gouttes. Fait que c'est pour ça que initialement, quand on commence à diminuer les taux d'acide urique, on rajoute par exemple de la colchicine qu'on prend en chronique, crise, pas crise, pour diminuer les chances qu'on fasse plein de crises de gouttes pendant cette deuxième phase-là. Okay? Cette deuxième phase-là, quand on commence à diminuer, souvent, c'est pas le fun, mais c'est nécessaire si un jour on veut ne plus faire de gouttes et être complètement guéri de cette maladie-là. Okay? La troisième phase, qu'est-ce qui se passe pendant la troisième phase? La troisième phase, là, on a atteint une valeur normale d'acide urique, puis on a atteint la cible souhaitée. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand on atteint la cible souhaitée? Bien, on est en train de renverser le processus. Et ça prend autant de temps, la phase 3, que la phase 1. Donc, si vos taux d'acide urique étaient élevés dans votre sang pendant 15 ans, mais pendant 15 ans, ça sortait de votre sang, puis c'est allé se cacher dans vos jointures. Mais une fois qu'on a atteint la cible, ça prend autant de temps de faire l'inverse, OK, pour aller enlever tous les cristaux. Donc, même si en ce moment, nos taux d'acide urique sont normaux, par exemple, s'ils ont été très élevés pendant des années, bien, il en reste des cristaux d'acide urique dans nos jointures et on est, malgré nous, toujours à risque de faire des crises jusqu'à temps qu'il n'en reste plus du tout. Et la quatrième phase, finalement, c'est quand il n'en reste plus du tout dans nos jointures, dans nos tissus mous, et que là, nos taux d'acide urique font une deuxième chute et on doit revoir à la baisse nos doses d'allopurinol. Parce que sinon, ça va descendre beaucoup trop bas. C'est les 4 phases du traitement de la goutte. C'est excessivement simple, mais c'est bien souvent maltraité. Je vais vous montrer un de mes patients. Puis j'ai commencé ma pratique en 2018 et j'ai vu des catastrophes. Ici, j'ai un patient, on regarde son pied, il y avait plein de tophus. Alors, si on regarde là, toutes les bosses qu'on voit sur son pied, c'est des tophus. On regarde de 2017 à 2019, il y avait des taux d'acide urique dans les 400-500 excessivement élevés. J'ai commencé à le prendre en charge en 2019. On voit la deuxième phase où il a diminué ces taux d'acide urique-là. Quand j'ai fait ça, j'ai rajouté de la colchicine en chronique pour pas qu'il nous fasse plein de crises. Après ça, là, on est rendu dans la troisième phase et on voit que en l'espace de quelques années seulement, on est venu drastiquement enlever les cristaux qu'il y avait dans ces tissus mous. Donc, ces tophus ont drastiquement fondu. Et j'ai revu ce patient-là, il y a de cela quelques mois, et il ne reste plus de tophus et il ne fait plus de crise de goutte. Ce patient-là a été guéri. Je vais vous montrer un autre patient que c'est un peu plus triste. Ce patient-là, qui était l'exemple du début, en fait, lui, pendant beaucoup plus longtemps, ses taux d'acide urique étaient élevés. Hein, on voit que depuis au moins 2013, c'était à des valeurs de 500 et même en 2019, avant que je le prenne en charge, c'était dans les 700. Okay? Fait que lui a eu une beaucoup plus longue période où il n'y a pas eu de traitement adapté à sa condition. Les docteurs, ils faisaient juste traiter les crises, mais n'adressaient pas la problématique sous-jacente qui était ces taux d'acide urique trop élevés dans le sang. Okay? Fait que malheureusement, il s'est retrouvé avec des tophus au niveau des coudes, au niveau des mains, et il s'est retrouvé aussi avec des érosions dans les os qui sont irréversibles et des déformités irréversibles. C'est un des cas sévères.
Mais si le patient-là avait été traité plus tôt, tout ça aurait été évité. OK? Un jour, on va le guérir de la goutte. Un jour, il n'en fera plus, mais il va demeurer avec les séquelles, avec le dommage qui a déjà eu lieu. Donc, c'est pour ça que je fais de l'enseignement à mes étudiants en médecine, aux médecins de première ligne, pour plus que je vois des cas comme ça. Okay? Parce que c'est une des formes d'arthrite qui se guérit. Et quand je vois des cas comme ça vient briser mon petit cœur. Donc, la goutte, ça se guérit quand c'est adressé correctement. Donc, encore une fois, quand on commence la deuxième phase, quand on commence à donner des médicaments ou qu'on change les habitudes de vie pour venir diminuer nos taux d'acide urique dans le sang, mais pendant que ça descend, on est plus à risque d'induire des crises de gouttes. Fait qu'il faut rajouter une petite prophylaxie. Bien souvent, c'est de la colchicine, mais des fois, c'est pas suffisant, puis on peut rajouter des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des fois de la prénisone à petite dose. On va enchaîner rapidement si on veut avoir le temps de répondre aux questions. Donc, quand on utilise de la colchicine dans cette phase-là, bien, la dose va dépendre de notre fonction rénale et on peut utiliser des anti-inflammatoires quand la colchicine n'est pas suffisante, puis en dernier recours, quand la colchicine et les anti-inflammatoires ne sont pas suffisants, pendant cette phase-là, on peut laisser une petite dose de prednisone. Mais vous voyez, c'est pas compliqué la goutte, c'est pas compliqué la traiter et ça se guérit très facilement. Merci infiniment, Dr. Deslauriers. C'est très rassurant pour les patients atteints de la goutte de savoir qu'on peut en guérir avec le bon traitement. C'est très instructif. Et puis, sans surprise, on a reçu beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais on devrait être capable de passer à travers quelques-unes. Une qui, je crois, pourrait intéresser plusieurs personnes, c'est quelles sont les différences entre la goutte et la pseudo-goutte? Parfait. C'est relativement simple. Pourquoi on appelle ça la pseudo-goutte? Parce que ça ressemble beaucoup à de la goutte. Donc, c'est aussi une forme d'arthrite causée par des cristaux, mais c'est différents cristaux. Au lieu d'être des cristaux d'acide urique, c'est des cristaux de pyrophosphate de calcium. Et contrairement à la goutte qui est causée par de l'acide urique, qui a une relation avec ce qu'on mange, les cristaux de pseudo-goutte, qui sont des cristaux de pyrophosphate de calcium, ça n'a aucun lien avec l'alimentation. Et les deux grands facteurs de risque, c'est l'âge, donc plus on avance en âge, et avoir un sexe féminin. Et c'est bien souvent difficile d'adresser ces deux facteurs de risque-là. OK. Puis, vous avez déjà couvert ce qui se passe quand on ne gère pas les crises de gouttes, mais on nous demande c'est quoi qui pourrait causer une nouvelle crise, même si quelqu'un est diagnostiqué, prend ses médicaments, suit les indications? Donc, encore une fois, ça peut prendre des années, une fois que la cible est atteinte, et même si on prend nos bons médicaments, à venir complètement enlever notre acide urique. Donc, on est quand même à risque. OK? Et il y a certaines choses qui peuvent venir précipiter des crises de gouttes, qui peuvent venir augmenter les chances que nos globules blancs rentrent dans l'articulation, voient les cristaux et fait des crises. Si on est déshydraté, quand on est stressé, quand on a des variations quotidiennes élevées d'acide urique. Bien souvent, on va prendre 6 bières d'une shot puis faire une crise le lendemain, ou on va prendre 2 homards d'une shot puis faire une crise le lendemain. Mais ça, c'est parce qu'on a induit une variabilité importante dans une même journée d'acide urique. Et ça peut aussi induire des crises. OK? Parfait. Vous avez parlé de déshydratation. Une des questions qu'on a reçues, c'est est-ce que boire plus d'eau peut faire une différence? Oui, normalement, quand on est en crise de goutte, on aime bien s'assurer de rester hydraté pour aider à pallier la crise, mais aussi parce que certains de nos médicaments, comme nos anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on utilise bien souvent pendant les crises, bien, ça peut être dangereux pour les reins et de boire beaucoup d'eau, bien, ça peut venir les protéger. Donc oui, effectivement, il faut rester bien hydraté. Allez pas boire 14 litres d'eau, là, mais rester bien hydraté. Intéressant. Puis par où on devrait commencer si on pense qu'on a la goutte, qu'on est atteint de goutte? Donc, on peut avoir, c'est sûr qu'il faut aller consulter. Okay? Il faut prendre ça en charge parce que comme on a vu,
on peut en guérir et c'est plus facile d'en guérir quand c'est adressé au début que quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on en fait, parce que là, ça va prendre 15 ans, 20 ans pour aller tout enlever les cristaux. Donc, il faut venir adresser cette problématique-là et c'est bien souvent, malheureusement, ce qui se produit, c'est qu'on va consulter dans un service d'urgence, un sans rendez-vous, parce que l'accès à la première ligne est difficile, l'accès à la rhumatologie est encore plus difficile et là, on se fait offrir un traitement pour la crise, mais rien d'autre. On n'adresse pas la problématique sous-jacente. Donc, il faut aller consulter et il faut demander est-ce qu'on peut traiter la cause sous-jacente s'il y a indication, c'est-à-dire les taux d'acide urique qui sont très élevés. Là. Parfait. Est-ce que c'est possible de ne plus avoir de crise de goutte, mais de continuer à avoir des pierres au rein? Oui, ça peut arriver. Ce qu'il faut comprendre, 80% des pierres au rein qu'on fait sont secondaires à trop d'acide urique. Mais il y a d'autres formes de pierres au rein qui sont secondaires à d'autres choses, comme par exemple de l'oxalate. Fait qu'on peut très bien ne plus avoir du tout d'avoir d'acide urique dans notre système, que nos reins excrètent une quantité alors normale d'acide urique et on peut toujours faire des pierres au rein. Très bonne question. Parfait. Puis on nous demande aussi, est-ce que la goutte peut affecter les tendons? Oui, très bonne question. Donc, oui, on peut avoir, donc, dans nos articulations synoviales, il y a du liquide. OK? On a d'autres types d'articulations, comme fibrocartilagineuses entre notre sternum puis nos côtes. Là, il n'y a pas de liquide. On ne peut pas faire des crises de gouttes là. Par contre, dans nos tendons, on a une gaine tendineuse et il y a du liquide entre le tendon et la gaine tendineuse. Et ce liquide-là, il peut y avoir des cristaux de gouttes d'acide urique là-dedans et on peut faire de l'inflammation. On appelle ça des ténosynovites goûteuses. Ça, on en voit quand même assez souvent. Très bonne question. Merci. On a une autre question qui est assez technique, c'est lorsqu'il y a un effet secondaire sévère à la colchicine, À la est-ce qu'il y a colchicine. d'autres médicaments qui peuvent le remplacer? Oui, donc, encore une fois, hein, la colchicine, un des effets secondaires qu'on voit couramment, c'est des bonnes diarrhées. OK? Donc, il faut s'assurer qu'on reçoive une dose adéquate. C'est sûr que si on vous prescrit 6 comprimés de colchicine, tout le monde va avoir un effet secondaire indésirable. Mais donc, si vous recevez une dose adéquate et que malgré ça, vous ne l'avez pas toléré, ben, nos alternatives pour traiter la crise aiguë, on les a vues ensemble, nos anti-inflammatoires, nos infiltrations de cortisone localisées, de la prénisone par la bouche, des fois de l'exotisme, de la CTH, puis encore plus dans l'exotisme, nos inhibiteurs d'interleukine 1. Parfait. Puis une dernière question. Est-ce que la goutte peut aussi toucher les femmes ou les enfants? Les femmes, oui, beaucoup moins souvent parce que, encore une fois, ils ont tendance à avoir une masse musculaire plus faible. Et on se rappelle que la dégradation normale de nos muscles produit de l'acide urique. Okay? Donc, les femmes peuvent le faire, mais c'est souvent beaucoup plus rare. Et chez les femmes, c'est souvent quand il y a les reins qui fonctionnent moins bien, ou il y a un autre médicament comme de l'hydrochlorothiazide qui empêche nos reins de bien filtrer l'acide urique. Okay? Donc, bien souvent, chez les femmes, il y a une cause secondaire. Chez les enfants, c'est décrit, c'est excessivement rare et c'est souvent des défauts génétiques. Vous n'avez pas besoin de faire ça, là, mais si, admettons que vous êtes étudiant, comme mon étudiant qui est à la maison, qui écoute ça en ce moment, c'est des défauts de l'uromoduline 1. Si l'enfant a un défaut d'uromoduline 1, il va être à risque de faire des crises goûteuses, mais à part cet étudiant qui est à la maison-là, je ne suis pas sûr que c'est pertinent pour bien d'autres mondes. Je viens de voir une dernière question. On a le temps. Est-ce qu'il y a un test pour évaluer le taux d'acide urique? Oui, c'est une prise de sang. C'est une prise de sang parce qu'on ne mesure pas la quantité d'acide urique qu'il y a dans l'articulation. On peut le faire. Hein? Ce qu'on mesure dans l'articulation, on regarde les cristaux au microscope. Okay? Mais la concentration d'acide urique, c'est une simple prise de sang. Donc, c'est une simple prise de sang pour voir les taux d'acide urique. Et quand on entame un traitement, c'est d'autres prises de sang pour s'assurer que le traitement, il fait l'effet souhaité. Il diminue les taux d'acide urique à des valeurs qu'on souhaite avoir. Très bonne question. Je pense qu'on a on a des participants qui sont très intéressés à la présentation. Malheureusement, on doit conclure vu l'heure.
Monsieur, Docteur Deslauriers, au nom de la Société de l'arthrite du Canada et des participants de ce soir, je vous remercie d'avoir accepté de nous offrir ces renseignements qui, j'espère, vont aider certaines personnes à diagnostiquer plus rapidement et traiter les patientes. Ça m'a fait plaisir. Et s'il y a quiconque du Nouveau-Brunswick qui se cherche un rhumatologue, j'accepte encore des patients et ça va me faire plaisir de vous absorber parmi mes plus de 1000 patients que j'ai soit guéris ou que je suis en train de guérir de leur goutte. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous allez peut-être avoir des appels demain. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Vous verrez apparaître un court sondage à l'écran. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse représentant votre opinion. La question est « Je me sens mieux informé et outillé après avoir participé à ce webinaire ». Puis les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre et fortement en désaccord. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre au sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation. Et vous allez recevoir le tout d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Encore une fois, nous remercions Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite pour avoir rendu cette présentation possible et Dr. Jean-Philippe Deslauriers pour sa présence avec nous. Voici donc ce qui conclut cette édition de Conversations sur l'arthrite, la goutte, ce qu'il faut savoir. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.